Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous aussi aujourd'hui. Le fardeau des problèmes de santé psychologique liés au travail, un portrait de la réalité québécoise. Ma présentation va surtout porter sur la partie qui est juste avant les 2 points, donc le lien entre organisation de travail et santé psychologique. La santé psychologique tient beaucoup à la façon dont le travail est organisé. Je vous présente ici un cadre de référence tiré du modèle du stress de NIOSH, un cadre qui d'ailleurs peut s'appliquer pour n'importe quel facteur de risque au travail. On voit à gauche la présentation de contraintes psychosociales ou organisationnelles, contraintes organisationnelles au travail ou du travail, et l'impact que ces contraintes-là peuvent avoir sur le risque d'accident de travail, de maladies professionnelles, de maladies cardiovasculaires, mentales et même musculo-squelettiques. Il y a 4 dimensions critiques à considérer. Il y en a plus que 4. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est 4. Parce que c'est les 4 sur lesquels on a le plus de données, sur lesquels on a des données de population composées de plusieurs milliers de personnes qu'on a suivies pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, on est relativement certain de leur caractère pathogène en termes de facteurs de risque. La première, le domaine psychologique ou globalement la charge de travail. La charge de travail, c'est habituellement celle qui est la première évoquée lorsqu'on parle de problèmes de santé psychologique. Et globalement, ça mesure par des indicateurs précis, des questionnaires validés, la quantité justement de travail à faire, d'une part la charge quantitative, la charge qualitative, la complexité du travail que vous avez à faire compte tenu de votre formation, compte tenu de votre expérience, et finalement les contraintes de temps qui sont les vôtres pour réaliser ce travail-là. La deuxième dimension critique, celle qui a été très documentée, et même qui est très documentée en ergonomie pour ce qui est des risques musculo-squelettiques, ce qu'on appelle la latitude décisionnelle, c'est-à-dire les marges de manœuvre dont vous bénéficiez au travail, l'autonomie dont vous avez accès au travail. Globalement, c'est la dimension autorité-contrôle sur le travail. Et aussi, une autre dimension dans ce concept de l'attitude décisionnelle, la capacité que vous avez ou non, ou que les travailleurs ont ou non, d'utiliser leurs habiletés et d'en développer de nouvelles. Donc, c'est la dimension créativité du travail, la dimension inventivité, la dimension ingéniosité requise pour réaliser le travail. La troisième dimension critique, qui est très documentée également, c'est ce qu'on concerne le soutien social. Globalement, c'est l'aide et la collaboration que vous avez ou que vous n'avez pas, que les travailleurs ont ou n'ont pas dans le milieu de travail, tant de la part de leurs collègues que de la part des supérieurs. On va parler, dans un cas pour le soutien social des collègues, d'esprit d'équipe, de soutien social horizontal, et dans un autre cas, de soutien social vertical, la disponibilité et la capacité qu'a le supérieur hiérarchique d'apporter le soutien, l'aide et la collaboration lorsque c'est requis pour l'exécution du travail. Et finalement, le déséquilibre effort-reconnaissance, c'est-à-dire le déséquilibre qui existe entre les efforts, entre la charge de travail, entre la demande psychologique qui est la vôtre au travail et la reconnaissance que vous avez en retour pour avoir fourni ces efforts. Donc, c'est un modèle qu'on appelle le premier modèle, le modèle de Karasek, et celui-là, c'est le modèle de Sekris. C'est basé sur une théorie, un modèle bien connu en sciences sociales, la réciprocité sociale, c'est-à-dire toute personne s'investit dans le travail dans la mesure où et il s'attend en retour, de façon toute légitime, à recevoir un retour sur cet investissement-là. On parle surtout de retour sur l'investissement en termes de reconnaissance financière. L'intérêt du modèle, c'est que la dimension reconnaissance comporte 3 unités ou 3 sous-thèmes. Donc, évidemment, il y a la reconnaissance financière, dans quelle mesure, compte tenu de tous vos efforts et de vos réalisations dans le travail, vous avez un salaire qui correspond à vos efforts et à vos réalisations. Il y a aussi la reconnaissance qu'on dit organisationnelle, c'est-à-dire à quelle mesure, compte tenu des efforts que vous fournissez, compte tenu des réalisations que vous avez dans le milieu, quel est le niveau de sécurité d'emploi qui est le vôtre. De quelle façon l'organisation reconnaît vos efforts en vous donnant d'une part une certaine sécurité d'emploi et d'autre part des perspectives de carrière. Donc c'est ce qu'on appelle la reconnaissance non monétaire. Mais le niveau de reconnaissance peut-être le plus important, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance sociale. Encore là, c'est une reconnaissance non monétaire. C'est dans quelle mesure la personne au travail, le travailleur,
et estimé et respecté au travail. C'est les questions du modèle, les questions validées, c'est compte tenu de tous mes efforts et de mes réalisations au travail, je reçois l'estime et le respect de mes collègues, l'estime et le respect de mes supérieurs. C'est une reconnaissance qui porte essentiellement sur le travail fait, sur les efforts fournis. C'est pas la montre en or après 25 ans. C'est vraiment quelque chose qui porte sur le travail réalisé, les efforts fournis et surtout les réalisations obtenues. D'autres vont parler, puis ça je l'ai mis entre parenthèses, d'une situation de vécu d'exploitation, dans le sens que quand la personne, ça c'est le langage des plus d'autres théories, qui réfèrent un peu à la même chose, c'est que la personne au travail peut se sentir exploitée parce qu'elle ne reçoit pas sa juste rétribution, que ce soit monétaire ou non. Pour ce qui est du modèle de Karadzic, on va aussi parler d'un vécu d'aliénation, dans le sens que la personne n'a pas le contrôle, l'autonomie, elle est contrôlée par l'extérieur. Ici, je vous présente les quelques données qu'on avait où on a montré les liens entre les contraintes psychosociales de travail associées à la détresse psychologique selon le sexe chez les Québécois. Et on voit très bien, si on regarde à droite complètement, que le faible soutien social est associé à près de 2 fois plus de détresse psychologique que lorsqu'il y a un bon soutien social, le faible soutien social. La même chose pour les demandes psychologiques élevées. Ici, on a divisé les deux. Je vous ai dit tantôt, dans l'autorité décisionnelle, il y a 2 composantes. Dans l'attitude décisionnelle, il y a l'autorité, le contrôle, mais il y a aussi la compétence qu'on peut développer ou non. Et on voit que là encore, c'est entre 30 et 40 % d'excès de détresse psychologique. Quand on regarde dans l'enquête en question, il y avait des données plus dures en termes de maladies psychomentales, où on a parlé d'épisodes dépressifs majeurs. Évidemment, ici, les données sont plus réduites parce que la prévalence, fort heureusement, est faible des gens qui ont des épisodes dépressifs majeurs et qui sont encore au travail. Et on voit ici que toujours en regard du faible soutien social, c'est près de 2 fois plus d'épisodes dépressifs majeurs chez les personnes qui ont peu de soutien social. Ce sont les seules données de population qu'on a. Je me suis limité à ça. Et aussi, peut-être, une autre donnée qui est celle d'une étude qui a été faite à l'extérieur. On n'a pas ces données-là. On en a quelques-unes sur le retour au travail après un infarctus qui ont été publiées dans les revues scientifiques, mais qu'on a réalisées dans l'équipe de recherche, le GIROST à Québec. Et ici, on voit, juste pour vous montrer, quand on parle du stress au travail, tout à l'heure, je vous faisais référence au cadre de référence du modèle de NIOSH. Le stress au travail, ça joue sur la santé psychologique, mais ça joue aussi sur les artères. Et on voit que même si on est en santé psychologique, les mêmes indicateurs, les mêmes facteurs psychosociaux, facteurs de risque psychosociaux au travail, vont entraîner tant pour ce qu'on appelle la tension élevée. La tension élevée, c'est un mélange de demandes psychologiques élevées et de faible autonomie. C'est une combinaison des deux. Des équipes efforts reconnaissance, je vous ai expliqué tantôt qu'est-ce que c'était, mais les deux, simultanément, entraînent des risques de mortalité cardiovasculaire de l'ordre de 2 fois plus élevés. L'utilité des modèles de risques psychosociaux, les modèles dont j'ai parlé tout à l'heure, ça permet de réduire la complexité du travail à certaines dimensions critiques. Évidemment, la critique qu'on peut avoir, c'est que ce sont des approches réductionnistes. Bien sûr, ce sont des approches réductionnistes, mais dans le sens qu'on réduit la multiplicité des facteurs de risques psychosociaux à ceux qui sont reconnus comme étant les plus pathogènes. C'est applicable à un large éventail d'occupations et de tâches, mais l'intérêt, c'est que ça facilite l'élaboration et la mise en œuvre d'interventions préventives, d'interventions primaires, les interventions qui sont possibles au niveau du comité de santé et de sécurité d'entreprise. C'est de participer à l'identification et l'évaluation des risques reliés au poste de travail et au travail exécuté par les travailleurs. Ce sont les risques à la santé et la loi sur la santé et la sécurité au travail ne fait pas de différence entre santé physique et santé psychologique, de sorte que, en principe, les fonctions du comité de santé et de sécurité s'appliquent aussi aux risques à la santé psychologique. Évidemment, quand je vous disais tantôt que ça permet d'élaborer, facilite l'application et la mise en œuvre d'interventions préventives, c'est vous pouvez, évidemment, autour des modèles que j'ai présentés, travailler à inverser les flèches. On voit ici qu'on peut travailler sur la demande psychologique et pas nécessairement spontanément en engageant plus de monde. La demande psychologique, ça peut vouloir dire aussi, c'est ça qu'on mesure dans le questionnaire, être souvent interrompu et recevoir des demandes contradictoires, par exemple. Donc on touche là du doigt les pratiques de gestion à améliorer. La même chose pour l'attitude décisionnelle, on peut
améliorer la formation du personnel, faire confiance aux gens et faciliter, faire en sorte que les personnes peuvent développer leur créativité et leurs compétences au niveau du travail. Le soutien social, c'est pareil. Évidemment, ça dépend toujours, quand on pense au soutien social des collègues ou des supérieurs, surtout de leur disponibilité. Ça demande aussi leur capacité. S'ils sont déjà très surchargés pour faire leur propre travail comme supérieurs, souvent ils sont absents, sont non disponibles et absents parce qu'ils font partie de différents comités à l'extérieur de leur milieu de travail, à l'extérieur de leurs tâches. Au niveau des collègues, c'est la même chose et c'est un modèle dynamique. Si vous avez des personnes qui ont beaucoup de demandes psychologiques, beaucoup de charges de travail, c'est difficile lorsqu'on est dans l'urgence, lorsqu'on doit fournir un effort assez important, de s'arrêter pour aider le collègue. Donc, ce sont des facteurs qui jouent, qu'on est mieux, que j'évalue habituellement en tandem. C'est un déséquilibre entre la demande et la latitude, un déséquilibre entre la demande et le soutien, puis un déséquilibre entre la demande et la reconnaissance. Et également, au niveau de la reconnaissance, on peut faire en sorte que la reconnaissance soit davantage palpable, qu'on souligne davantage les bons coups réalisés par le personnel, qu'on porte attention aux efforts et aux résultats, et non pas uniquement à des reconnaissances de type social. Juste un exemple, par exemple, je parlais tantôt de la monte en or à 65 ans, mais il y a d'autres. La reconnaissance s'est beaucoup instrumentalisée présentement parce qu'on s'est aperçu que c'est une variable importante en termes de productivité, d'engagement des personnes. Et donc, il y a malheureusement, on a développé ce qu'on appelle des checklists où on a différents instruments, différents repères qu'il faut absolument mettre en place si on veut faire preuve d'un bon programme de reconnaissance. Christophe Dejour, un psychiatre psychanalyste français, disait « La reconnaissance est à l'adulte ce que l'amour est à l'enfant ». Donc, on est au niveau de l'émotif, on est au niveau du ressenti. Donc, il ne faut pas faire de reconnaissance checklist, entre guillemets. Il faut que la reconnaissance porte sur un ressenti réel. Évidemment, quand on inverse les flèches, ça a un impact positif sur la santé et comme plusieurs études l'ont démontré, dont certaines qu'on a réalisées ici avec une subvention de l'IRSST, ça a un impact aussi positif sur les rapports sociaux, que ce soit en termes de conflits, d'incivilité au niveau du milieu de travail ou encore plus gravement de harcèlement psychologique. Les modèles dont je vous ai parlé ou les facteurs de risque psychosociaux qui me paraissent les plus cruciaux sont en lien avec des besoins humains fondamentaux aussi. Le premier dont je vais parler, c'est l'accomplissement et la réalisation de soi. C'est-à-dire, c'est en lien avec la dimension l'attitude décisionnelle, la dimension créativité, inventivité. Donc, le sentiment de contrôle qu'on a, d'autonomie, de compétence, de pouvoir exploiter son potentiel créateur, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. De même que l'estime de soi. Je vous ai parlé tantôt de l'importance de la reconnaissance, mais la reconnaissance, c'est le sentiment d'être utile, d'avoir un statut, une perception d'équité, une expérience de valorisation. On touche en passage à la justice organisationnelle qu'on n'a pas mesuré, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est aussi un facteur de risque psychosocial de plus en plus documenté. Et finalement, le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire le sentiment de faire partie d'une équipe, avoir un esprit d'équipe. Je vous ai parlé du soutien social tantôt, son importance, avoir un réseau sur lequel on peut compter, être fier de l'organisation à laquelle on appartient ou de l'équipe, de l'unité de travail auquel on appartient. Et l'intérêt, c'est que non seulement ces facteurs de risque psychosociaux dont je vous ai parlé sont en lien avec les besoins fondamentaux, et c'est peut-être aussi pour ça que souvent aussi, on va les retrouver dans les organisations les plus performantes. Ici, je vous résume 3 études qui ont documenté les caractéristiques des organisations les plus rentables aux États-Unis, les caractéristiques des organisations les plus productives aux États-Unis. De quelle façon ces entreprises se caractérisaient-elles? La première caractéristique, c'est l'autonomie et la possibilité d'apprentissage. Deuxièmement, le soutien des supérieurs et des collègues pour la réussite du travail. On est directement en lien avec les variables que j'ai évoquées tantôt comme étant des facteurs de risque psychosociaux. L'intérêt de la haute direction pour le bien-être des salariés, la participation des employés à la prise de décision dans son unité, donc encore là, la dimension autonomie, contrôle, et finalement la sécurité d'emploi qui est une des dimensions de la reconnaissance. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on intervient au niveau des risques psychosociaux, lorsqu'on veut intervenir à la source pour réduire les problèmes de santé psychologique, non seulement on fait un bon coup au niveau de la santé psychologique, mais on fait un bon coup aussi en termes de productivité de l'entreprise. On fait d'une pierre deux coups, et c'est pas vrai que c'est juste les entreprises qui ont beaucoup d'argent qui peuvent faire des programmes de prévention en santé psychologique. Souvent, c'est l'inverse. Pour faire beaucoup d'argent, c'est important de toucher, d'améliorer l'organisation du travail. Je vous remercie de votre attention.